Donc on va continuer l'anatomie de ce tube digestif en traitant maintenant l'anatomie du côlon. Donc le côlon, et on va donc suivre le plan suivant. On va d'abord définir ce que c'est que le côlon, et vous allez voir que la définition est simple, c'est une partie du tube digestif. Ensuite, on va voir l'intérêt de la question, et comme toujours, il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt anatomique, un intérêt physiologique, et puis un intérêt qui est pathologique. Vous allez voir que la pathologie du côlon est un peu différente de la pathologie de l'intestin grêle. Il y a certaines pathologies au niveau du côlon qui sont beaucoup plus fréquentes que dans l'intestin grêle. Ensuite, on va voir la situation du côlon ainsi que la segmentation du côlon. Vous allez voir qu'il y a deux types de segmentation colique. Ensuite, on va parler de la configuration externe et on va donc, pour voir la configuration externe, prendre un morceau, une portion du côlon qu'on va schématiser. Ensuite, on va dire deux mots sur la structure du côlon, c'est-à-dire la configuration interne. Et ensuite, on va terminer par un chapitre qui est très important encore une fois. Comme on a dit dans la vascularisation de l'intestin grêle, on va parler de la vascularisation du côlon. Et cette vascularisation du côlon est à la fois, bien entendu, comme dans l'intestin grêle, une vascularisation qui est artérielle. D'accord? Et on va voir un schéma de la vascularisation artérielle. Elle est encore une fois veineuse et vous allez voir qu'encore une fois, elle est calquée sur la vascularisation artérielle. Et elle est surtout, aujourd'hui, au niveau du côlon, la vascularisation lymphatique va prendre tout son intérêt. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est en rapport avec la pathologie du côlon et vous allez voir que la vascularisation lymphatique ici est extrêmement importante. Avant, bien entendu, de conclure. Voilà. Donc, on va commencer par la définition. Alors, quelle est la définition du côlon? Le côlon, bien entendu, est défini par la partie du gros intestin, parce que le gros intestin va englober le côlon et le rectum. Donc, il y a l'intestin grêle qu'on vient de voir. Grêle, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il est fin. Grêle, en termes français, c'est fin. Et puis, il y a le gros intestin, par donc, contradiction à l'intestin grêle. Et le gros intestin, comme son nom l'indique, son calibre, il est volumineux, il est plus gros calibre que l'intestin grêle, et il est divisé en deux parties. On va voir maintenant la première partie qui est le côlon, c'est la partie la plus longue, et le cours suivant, on va voir la deuxième partie qui est le rectum. Donc le côlon est défini comme la partie du gros intestin qui va faire suite à l'iléon qu'on vient de voir au niveau de la valvule iléocécale, et donc va commencer par le cécum qui est la première partie du côlon et qui va se disposer d'une disposition particulière autour de l'étage sous-mésocolique de l'abdomen. C'est une disposition en cadre et qui va se terminer par la jonction recto-sigmoïdienne. Ça veut dire quoi la jonction recto-sigmoïdienne? C'est-à-dire la jonction entre le sigmoïde qui est la partie terminale du côlon et le rectum. Et cette jonction recto-sigmoïdienne se trouve au niveau de la face antérieure de la troisième vertèbre sacrée. Donc je répète, comme définition, le côlon, c'est la partie du gros intestin qui va prendre origine au niveau de la valvule iléocécale et qui va se terminer au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne en avant de la troisième vertèbre sacrée et donc va se terminer par la jonction avec le rectum. Alors, quel est le rôle du côlon? Le rôle du côlon,
c'est principalement, on a vu le rôle de l'intestin grêle. C'est un rôle qui est vital. C'est l'absorption de tous les produits alimentaires qu'on a ingérés et qui ont été dégradés au fur et à mesure qu'ils passent dans le tube digestif. Donc c'est un organe, on a dit, qui est vital. Le côlon, lui, a un rôle d'absorption également, mais moins important que l'intestin grêle. Parce que l'absorption qui va se faire au niveau du côlon, c'est surtout la réabsorption de l'eau. Le côlon est l'organe principal qui est responsable de l'absorption de l'eau. D'accord? Donc, il n'y a pas une absorption importante des matières vitales comme les glucides, les protéines, les lipides au niveau du côlon, ce qui rend que le côlon n'est pas un organe aussi vital que l'intestin grêle. Et la preuve, on peut vivre sans côlon. Il y a des patients qui ont subi ce qu'on appelle des colectomies totales, c'est-à-dire on a enlevé tout le côlon et on peut survivre avec quelques complications ou des effets secondaires bien entendu, mais on peut parfaitement vivre sans côlon, chose qu'on ne peut pas faire sans l'intestin grêle. Donc, ça nous ramène tout ça, cette physiologie, au deuxième chapitre qui est l'intérêt de la question. C'est quoi l'intérêt de la question de l'étude du côlon? D'abord, comme toujours, un intérêt anatomique. Et comme on dit un intérêt anatomique, ça veut dire un intérêt chirurgical qui consiste dans les rapports que présentent les côlons avec les organes de voisinage et en général avec tous les organes de l'étage sous-diaphragmatique de l'abdomen. Ensuite, un intérêt qui est physiologique. Et on vient de le voir, le côlon est responsable de la réabsorption de l'eau. D'accord? Donc, c'est quand même un rôle qui est important parce que en pathologie, et ça nous ramène à notre troisième intérêt, qui est un intérêt pathologique. Et en pathologie, un problème au niveau du côlon, c'est-à-dire quand le côlon ne va plus faire son rôle de réabsorption de l'eau, on va voir de l'eau qui va rester dans la lumière colique. Et cette eau qui va rester dans la lumière colique va partir ensuite dans le rectum et va sortir avec les matières fécales et vous aurez des selles ou des matières fécales qui ne sont plus moulées. Hein. Ça veut dire que vous aurez tout simplement une diarrhée. Donc les diarrhées, c'est souvent une infection, une inflammation, une atteinte au niveau du côlon, ce qui fait que le côlon tout simplement ne réalise plus son rôle de réabsorption de l'eau et on a énormément d'eau dans la lumière qui va être éliminée avec les matières fécales, ce qui va donner une diarrhée. Donc, malabsorption de l'eau et donc les diarrhées. D'accord? Donc ça, c'est première pathologie. Deuxième pathologie, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente cette fois, c'est la pathologie tumorale. La pathologie tumorale au niveau du côlon va se diviser en deux parties, que ce soit les tumeurs bénignes, qu'on appelle les polypes au niveau du côlon. Alors, ces polypes, ce sont des tumeurs bénignes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cancers, mais dont l'exploration et le dépistage est très important. C'est-à-dire, si on a le moindre signe au niveau du côlon, il faut aller examiner ce côlon pour voir s'il y a ces polypes qu'il faut enlever. Pourquoi? Parce que ces polypes peuvent dégénérer. C'est quoi dégénérer? C'est-à-dire se transformer en la deuxième pathologie au niveau du côlon qui est le cancer du côlon. Et le cancer du côlon, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente et grave parce que c'est une tumeur maligne. Et vous allez voir que ce cancer du côlon, c'est un cancer qui est extrêmement fréquent. C'est pratiquement par ordre de fréquence le deuxième cancer le plus fréquent chez l'être humain après le cancer du sein chez la femme. Donc c'est vraiment, ce cancer du côlon est une entité qui est commune au côlon et au rectum et on l'appelle le cancer colorectal. Et ce cancer colorectal survient souvent après dégénérescence de ces tumeurs bénignes qui sont les polypes, d'où l'intérêt de faire des examens, de diagnostiquer ces polypes et de les enlever avant que cela se transforme en un cancer du côlon. Donc l'intérêt c'est ça et vous allez voir
qu'on va étudier. C'est pour ça que je vous ai dit que le chapitre de la vascularisation est très important, parce que vous allez voir que la vascularisation artérielle a un intérêt capital dans les résections du côlon, quand on a besoin de réséquer le côlon pour un cancer du côlon, et que la vascularisation lymphatique a un intérêt également extrêmement important dans la dissémination des cancers du côlon. Et je ne vais pas dire plus, je vais laisser ça dans le chapitre de la vascularisation. Donc voilà pour l'intérêt, et on va maintenant passer à la situation ainsi que la segmentation du côlon. Donc pour voir donc, notre situation et surtout notre segmentation ou notre division du côlon, on va réaliser notre premier schéma qui est une vue antérieure toute simple du cadre côlique. Donc, vue antérieure du cadre côlique. Alors, comme toutes les vues antérieures, le haut, c'est bien le haut, et la droite, c'est la gauche. Donc, comment se dispose ce côlon? Le côlon se dispose selon un cadre. Il va se disposer en un cadre dans la grande cavité abdominale, dans l'étage sous-mésocolique de l'abdomen. Et vous allez voir que ce côlon va présenter plusieurs portions. Alors, on va commencer par la partie initiale du côlon, qui est le cæcum. Vous savez que maintenant que le côlon va débuter par le cæcum, qui fait suite à la jonction iléocécale. On l'a fait au niveau de l'intestin grêle. Ce cæcum va se situer au niveau de la fosse iliaque droite. Vous avez fait la segmentation de l'abdomen. Il y a du côté latéral la fosse iliaque, le flanc et l'hypocondre. La fosse iliaque, c'est la partie la plus basse donc, de l'abdomen où va se trouver le cæcum. Donc on va schématiser notre cæcum. Donc comme ceci, avec l'iléon terminal, donc l'iléon terminal, pardon, voilà, donc avec un côlon ascendant, donc un côlon ascendant, vous allez le voir, un côlon transverse qui lui est horizontal, donc un côlon transverse qui lui est horizontal, jusqu'à l'angle côlique gauche, et un côlon descendant, on va le voir, comme ceci. Alors, on va commencer, pour ne pas s'embrouiller, on va commencer par donc réaliser les légendes et voir donc portion par portion. Donc on a dit que le côlon va commencer au niveau de la fosse iliaque droite par le cæcum, qui est la partie initiale du côlon. Ensuite, vous avez le côlon ascendant qui monte au niveau du flanc droit, côlon ascendant, et qui va se terminer en haut par l'angle côlique droit, et cet angle côlique droit se trouve au niveau de l'hypocondre droit sous le foie. Et d'ailleurs, l'angle côlique droit va laisser une empreinte au niveau de la face postérieure du foie, de la face inférieure du foie, c'est l'empreinte de l'angle côlique droit. Donc ici, angle donc l'angle côlique droit. Ensuite, vous avez le côlon transverse, c'est une partie qui est transverse
transversale du côlon. Donc là, vous avez le côlon transverse qui va nous mener vers l'angle colique gauche. Donc l'angle colique gauche qui se trouve, lui, au niveau de l'hypochondre gauche et qui contraint des rapports importants avec la rate. D'accord? Ensuite, au niveau de la partie gauche, vous avez plusieurs portions. Vous avez d'abord le côlon descendant, et le côlon descendant va partir de l'angle colique gauche jusqu'à la crête iliaque. D'accord? Le côlon descendant va descendre de l'angle colique gauche qui, on a dit, au niveau de l'hypochondre gauche, à côté de la rate, il va descendre jusqu'à la crête iliaque. À partir de la crête iliaque, il va y avoir le côlon iliaque qui, lui, va partir de la crête iliaque jusqu'au détroit supérieur. D'accord? Le côlon iliaque va partir de la crête iliaque jusqu'au détroit supérieur, et au niveau du détroit supérieur va commencer la dernière partie ou le dernier segment du côlon qu'on appelle le côlon sigmoïde. D'accord? Au niveau du détroit supérieur va donc partir la dernière partie du côlon qu'on appelle le côlon sigmoïde. Et pourquoi côlon sigmoïde? Comme vous le voyez, parce qu'il ressemble à la lettre grecque sigma. D'accord? Donc je répète, le dernier segment du côlon, c'est le côlon sigmoïde qui va commencer au niveau du détroit supérieur et qui va se continuer par le rectum que vous voyez ici au niveau de la face antérieure de la troisième vertèbre sacrée et qui va réaliser une boucle sous la forme de la lettre grecque sigma. C'est le côlon sigmoïde. Voilà, donc on va mettre ici côlon sigmoïde. Donc, le côlon est donc divisé en plusieurs portions et, comme je vous l'ai dit, ça va commencer au niveau du cæcum qui se trouve au niveau de la fosse iliaque droite. Et au niveau du cæcum, je voudrais m'attarder un tout petit peu parce qu'au niveau du cæcum se trouve un organe qui est sous forme d'appendice que vous voyez ici, qu'on appelle l'appendice vermiforme. L'appendice vermiforme. Alors, c'est quoi cet appendice vermiforme? C'est un organe qui est en contact, un organe creux, qui va se terminer en cul-de-sac et qui s'ouvre dans le cæcum et qui est un organe lymphoïde. Alors, il se trouve que cet appendice vermiforme n'a pas un très grand rôle sur le plan physiologique, mais son importance, elle prend toute son importance en matière de pathologie. Parce que vous connaissez tous quelqu'un qui a eu d'une manière soudaine et aiguë une crise douloureuse au niveau de l'hypochondre droit dans un contexte d'un petit fièvre et il est parti aux urgences et on leur a dit qu'il a une appendicite. C'est quoi une appendicite? C'est une infection aiguë de cet organe qui est l'appendice vermiforme. Et cette infection aiguë de l'appendice vermiforme va former ce qu'on appelle l'appendicite, c'est-à-dire inflammation, vous avez fait ça en terminologie. Et cette appendicite, pourquoi elle est grave? Parce qu'elle constitue une urgence chirurgicale. Pourquoi une urgence chirurgicale? Parce que cette infection et cette inflammation va, si elle n'est pas traitée et opérée rapidement, va pouvoir perforer l'appendice et donc vous aurez des matières du côlon qui sont des matières, presque des matières fécales. Au niveau du côlon, c'est le début de la constitution des matières fécales où il y a beaucoup de microbes, beaucoup de bactéries qui vont sortir à l'intérieur de la cavité péritonéale et ça va donner ce qu'on appelle une péritonite grave. Et la péritonite, c'est une pathologie qui est mortelle. Donc vous voyez pourquoi l'appendicite est en général opérée en urgence,
parce que c'est une infection de l'appendice, si elle n'est pas traitée et opérée en urgence, peut perforer et donner une pathologie encore plus grave qui est la péritonite. Donc, comment on fait le diagnostic, même si on va parler un petit peu de pathologie, mais c'est toujours intéressant, comment on fait le diagnostic? C'est une douleur qui se trouve au niveau de la fosse iliaque droite. Et on a même un point qu'on appelle le point de McBurney, c'est l'anatomiste ou le chirurgien qui l'a trouvé. C'est quoi ce point de McBurney? C'est un point qui est caractéristique de l'appendice. Hein? C'est-à-dire quand on a une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, on va tracer une ligne qui part de l'épine iliaque antéro-supérieure vers l'ombilique. Et au niveau du tiers externe et des 2 tiers internes de cette ligne, il y a le point de McBurney qui, si on appuie sur ce point et qu'on a une douleur vive chez un patient qui a une douleur de la fosse iliaque droite, c'est très caractéristique d'une appendicite aiguë et il faut traiter rapidement cette appendicite. Alors, ça c'est la première des choses et ce point que je vous ai dit de McBurney est un point qui est caractéristique de la douleur appendiculaire dans les formes normales. Mais il se trouve que l'appendice est aussi célèbre et connu par ses variations anatomiques qui sont extrêmement importantes et qui peuvent induire le médecin en erreur parce que l'appendice peut prendre plusieurs situations anatomiques. Et la première situation anatomique que peut prendre l'appendice, c'est au lieu qu'elle soit dirigée en bas et en dedans, comme vous le voyez dans l'état normal, elle peut être dirigée en haut vers le flanc droit, voire vers l'hypocondre droit. Et donc, quand vous avez une appendicite chez un patient qui a une appendice qui est haut située vers l'hypocondre droit, il va avoir une douleur de l'hypocondre droit. Et on va croire qu'il a une autre pathologie, comme une infection de la vésicule biliaire, qu'on appelle la cholécystite. C'est ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Ça, c'est la première variation anatomique. Deuxième variation anatomique, vous pouvez avoir une appendice qui est très longue et qui descend en bas dans le pelvis. Et si vous avez une douleur comme ça dans le pelvis, qui est aiguë, surtout chez une femme, vous pouvez avoir une erreur diagnostique et penser à ce qu'on appelle une infection génitale basse chez la femme en général, notamment les salpingites, c'est-à-dire les infections ou les inflammations de la trompe utérine. D'accord? Et donc, cet appendice, comme je vous l'ai dit, peut avoir plusieurs variations anatomiques et c'est ce qui rend le diagnostic et le traitement de l'appendicite aiguë un traitement difficile parce que les variations anatomiques sont fréquentes et donc le diagnostic peut être difficile. Donc cette parenthèse, on va la fermer et continuer donc notre disposition ou notre segmentation au niveau du côlon avec donc cette division que je vous ai dit en plusieurs parties. D'abord, vous avez le sécom avec l'appendice, ensuite côlon ascendant, ensuite l'oncolique droit, le côlon transverse, l'oncolique gauche, le côlon descendant jusqu'à la crête iliaque, de la crête iliaque au détroit supérieur, le côlon iliaque, et du détroit supérieur à la charnière recto-sigmoïdienne, c'est-à-dire en face de la face antérieure de S3, c'est le côlon sigmoïde. Ça, c'est ce qu'on appelle la division anatomique. Je répète encore une fois, ce que je vous ai dit ici, c'est une division qui est purement anatomique. Mais sur le plan de la pathologie, et notamment sur le plan de la chirurgie, ce n'est pas la subdivision qui est la plus importante. Il y a une autre segmentation, ou il y a une autre division qui est importante sur le plan chirurgical. C'est ce qu'on appelle la division ou la segmentation chirurgicale. Donc je répète, il y a une segmentation anatomique que vous venez de voir, il y a une autre segmentation qui est la segmentation chirurgicale qui, elle, va diviser tout le côlon en 2 parties uniquement, le côlon droit et le côlon gauche. Et pourquoi on a divisé en 2 parties uniquement côlon droit et côlon gauche? Parce que c'est une segmentation qui est purement vasculaire. Ça veut dire que le côlon droit est entièrement vascularisé par l'artère mésentérique supérieure, alors que le côlon gauche, lui, est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Et cette distinction est très importante et on va y revenir dans le chapitre de la vascularisation. C'est-à-dire quand le chirurgien veut faire une hémicolectomie droite, il doit aller ligaturer les branches de l'artère mésentérique supérieure et quand il veut faire une hémicolectomie gauche, il doit ligaturer les branches de l'artère mésentérique inférieure. Et cette segmentation
est la plus importante sur le plan chirurgical. Donc, quel est le côlon droit? Où est-ce qu'elle est la limite entre le côlon droit et le côlon gauche? Ben, le côlon droit, il va contenir, je vais l'assurer ici en cette couleur, il va contenir le cécum, le côlon ascendant, l'angle colique droit et les 2/3 droits du côlon transverse. Je répète, la subdivision chirurgicale est vasculaire, le côlon droit est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure, il contient le cécum, le côlon ascendant, l'angle colique droit et les 2/3 droits du côlon transverse. Par contre, on va mentionner ici, on va peut-être effacer le titre juste pour avoir un peu plus d'espace et on va donc mentionner ici que là c'est le côlon droit, subdivision bien sûr chirurgicale, et on va choisir une autre couleur. On va choisir par exemple une couleur qui est un peu différente, par exemple le mauve, pour le côlon gauche qui lui va être constitué par le tiers gauche du côlon transverse, par l'angle colique gauche, par le côlon descendant, le côlon iliaque et le côlon sigmoïde. Donc le côlon gauche sur le plan chirurgical est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Il contient le tiers gauche du côlon transverse, l'angle colique gauche, le côlon descendant, le côlon iliaque et le côlon sigmoïde. Voici donc la division chirurgicale. Voilà pour la disposition et donc la configuration ou la situation ainsi que la disposition du côlon. On va maintenant passer au chapitre suivant qui est la configuration externe. Alors, la configuration externe du côlon, pour voir cette configuration externe, on va prendre un segment du côlon, n'importe lequel, et le voir de l'extérieur pour voir comment il est configuré. Donc, on va essayer de prendre le segment qui est un peu plus spécial, c'est le cécum. Donc, pour voir la configuration externe du côlon, on va schématiser le cécum et la même chose, ce qu'il y a dans la configuration externe du cécum est valable pour toutes les portions du côlon. Alors, donc, configuration externe, vue antérieure, schéma, vue antérieure du cécum, configuration externe. Configuration externe. L'orientation est toujours la même, le haut et la gauche. Donc, on va donc schématiser cette vue antérieure au niveau du cécum. Donc, le cécum, comme le côlon, est constitué par un certain nombre de bosselures que vous allez voir. Donc, un certain nombre de bosselures. D'accord? Et ces bosselures vont être divisées par des replis ou des plis semi-lunaires. Donc, là, on va schématiser les bosselures ou les ostrations coliques, on peut appeler également les ostrations coliques. Voilà, ostration colique. Les ostrations coliques qui sont séparées par des replis semi-lunaires. Voilà. Ensuite,
vous avez donc au niveau de la face, de la superficie de ce côlon, qui est ici schématisé par le sécom, vous avez des bandelettes qui sont longitudinales et qui sont en général en nombre de 3 et qui vont donc tous converger vers la base de l'appendice. Ces bandelettes sont en nombre de 3, une qui est antérieure et 2 qui sont postérieures, sur la face postérieure. Donc je répète, sur la paroi du côlon, il y a ces bandelettes longitudinales, voilà, qui sont en nombre de 3, bandelettes longitudinales, une antérieure et 2 postérieures, et qui vont tous se terminer donc sur la base de l'appendice. Et vous avez ici, bien entendu, l'appendice vermiforme. L'appendice vermiforme dont on a parlé, dont l'inflammation va donner cette infection aiguë, cette urgence médico-chirurgicale qui est l'appendicite aiguë, et je vous ai parlé des différentes variations anatomiques de l'appendice vermiforme. Et bien sûr, vous avez ici l'iléon terminal. Alors, cet iléon terminal va s'aboucher au niveau du côlon, et cet abouchement de l'iléon terminal au niveau du côlon va former une sorte de valvule qui est formée par 2 replis muqueux, un repli qui est supérieur et un repli inférieur. Donc, vous voyez ici, la muqueuse va former 2 replis pour former une valvule anti-reflux. Cette valvule anti-reflux va permettre, donc va être contre le reflux des matières, mais d'une manière qui est incomplète. Alors cette valvule anti-reflux, on l'appelle la valvule iléocécale. La valvule iléocécale de Bois. La valvule iléocécale. Voilà donc pour la configuration externe, un certain nombre d'ostrations coliques séparées par des replis semilunaires avec 3 bandelettes longitudinales qui au niveau du sécom vont tous converger vers la base de l'appendice, une antérieure, 2 postérieures, et donc l'appendice vermiforme avec la jonction entre l'iléon terminal et le côlon qui va former la valvule iléocécale.